J'étais complètement sous le choc, j'y hésitais sur le sujet de la vidéo à réaliser. Alors, je suis allé sur une page au hasard d'un site web d'anime et je suis tombé sur Shinkanumi. Je me suis dit, pourquoi pas? Quel mal y a-t-il à ça? Et puis, mes amis, j'ai découvert. La première scène de l'anime montre littéralement une fille nue qui aborde un garçon et lui dit qu'elle veut l'épouser. J'ai trouvé ça bizarre, le garçon aussi, et j'ai vérifié le site web pour être sûr d'être sur le bon. Et à ma grande surprise, c'était bien le cas. Vous regardez Shinkanumi, alors n'hésitez pas à liker pour soutenir le projet, et c'est parti. Ensuite, un retour en arrière sur son parcours. Un enfant différent d'avant, plus âgé et avec un visage différent. Mais on le reconnaît à la couleur de ses cheveux. C'est typique des animés, tout le monde a les cheveux colorés. Et on découvre qu'en réalité, ce garçon est un inconnu, victime de harcèlement scolaire. Le voilà, la main posée au sol, quoi qu'il fasse. Une voix mystérieuse annonce que cela transportera tous les élèves dans un autre monde. Et que chacun possède un pouvoir spécial et qu'ils peuvent se regrouper. Notre protagoniste, mis à l'écart, tente de se faire une place, mais son statut social est perçu comme une source de moquerie. Apparemment, même son statut est une source de plaisanterie. Et il ne possède quasiment aucun atout. Cependant, ce dieu envoie tous les groupes dans un autre monde, et voyant qu'il est seul, il a pitié de lui et lui promet un don exceptionnel. Dès lors, il erre dans la jungle et passe de longs jours à souffrir de la faim, jusqu'à ce qu'un fruit le frappe, et avant de le manger, il l'examine. Son nom est Shinkanumi, le fruit de l'évolution. Et c'est là, mes amis, que le plaisir commence. Après cela, il rencontre des chimpanzés de niveau 120 et l'effet du fruit s'active. Même le Wi-Fi ne parvient pas à le raisonner, mais en réalité, notre paria est complètement fou, et dès qu'ils s'en vont, ils retournent voler d'autres fruits. Et ils les volent sans vergogne, sans dire un mot. En revanche, l'ambiance est détendue, et il y a même une âme charitable, sans doute le délégué de classe, qui se soucie du marginal qui n'est pas des leurs. Pendant ce temps, le garçon aperçoit un champignon et se demande s'il est suspect. Qu'en penses-tu, mon ami? Il l'a mangé et a été intoxiqué, puis il s'empare de quelques fruits volés et les mange. L'enfant en a déjà mangé 7 et, grâce à cela, il est devenu résistant à de nombreuses choses. Et maintenant, résistant au poison. Tout cela grâce à l'effet du fruit. Ensuite, il se fait attaquer par le chimpanzé du coin, et le plus jeune va le confronter. Ils se battent jusqu'à ce que le chimpanzé le sente et y passe. Incroyable, non? Ne vous laissez pas avoir par ce même sur le fait de ne pas se doucher. Il acquiert donc divers objets et plusieurs capacités qui évoluent progressivement, jusqu'à atteindre un stade d'évolution où il renforce littéralement tous ses muscles et transforme complètement son corps. Waouh, un petit fruit comme ça, ce serait génial, hein? Ce serait parfait pour gagner un point supplémentaire à l'Académie Ninja. Et pour quelqu'un qui n'avait qu'un seul point, 1000 points ont été distribués à chaque tribu. Maintenant, le gars est fichu. Et sa progression était de 1 minute 10. Autrement dit, le gamin sait déjà qu'un long chemin de souffrance l'attend. 5 mois passent et le voilà maintenant en duel contre un loup de niveau 311. Suite à cela, le loup acquiert même la magie de l'eau et le supplice recommence. Après d'innombrables cris, il atteint le niveau d'évolution 9 dixièmes, mais sans aucun répit. Il est cerné par des monstres. Il a été trop clément auparavant, et le karma le rattrape. Soudain, surgit de nulle part un gorille rose avec une petite fleur, il semblerait qu'il soit leur chef. Et le gros gorille réclame déjà un duel sérieux en 1 contre 1. Et notre protagoniste dit poliment que ça n'arrivera pas. Mais le gorille dit non. Et il évalue le gorille et constate qu'il est au niveau 775. Eh bien, mon ami, les choses se sont compliquées pour toi. Le gorille s'apprête à frapper, et il esquive. Le gorille est stupéfait, car personne n'avait jamais échappé à son coup auparavant. Notre protagoniste réalise alors que la voix grave appartient à une femelle gorille. La situation s'envenime car elle est tombée amoureuse de lui. Il tente même une parade nuptiale, mais elle s'échappe sans difficulté. Elle lance une nouvelle attaque féroce, mais le protagoniste survit et elle est de nouveau impressionnée. Elle lui avoue ses sentiments, mais il la repousse, affirmant n'avoir aucun intérêt pour les gorilles. Elle révèle alors qu'elle n'est pas un gorille, mais que son nom est Saria. Il attaque de nouveau, elle esquive, et il reste ainsi un moment, jusqu'à ce que le protagoniste invoque sa dague d'eau et s'apprête à lancer un sort. Mais il n'en a aucun contrôle et finit par le lancer sur lui-même de façon très maladroite. Le combat reprend alors et il est en train de perdre. Il se souvient alors qu'il avait vaincu le premier monstre grâce à son odeur. Il recourt donc à cette technique, mais entre-temps, cela ne fait que renforcer le charme du gorille. La gorille décide alors de l'épouser et l'entraîne dans son terrier. Ensuite, elle prépare un festin pour le paria. Elle repasse ses vêtements et continue de flirter avec lui, lui répétant sans cesse qu'elle n'est pas une gorille. Il lui demande « Comment ça, tu n'es pas un gorille ?» Puis, sur le ton de la plaisanterie, il ajoute « Non, je ne vais pas épouser un gorille. » Elle rétorque alors qu'elle n'est pas un gorille et se présente à nouveau comme Saria. Elle révèle avoir appris à parler grâce à des livres trouvés dans la forêt. Lorsqu'il la touche, il acquiert la même habileté qu'elle avait avec les livres. Il se déplace avec une aisance déconcertante. Un protagoniste exceptionnel et surpuissant est en train de naître, un héros qui obtient tout sans effort dans ce chaos. Après cela, le gorille l'emmena pêcher, et il s'apprêtait à s'éclipser lorsqu'il aperçut une opportunité. Soudain,
un scarabée géant surgit du ciel et s'apprêtait à le dévorer. Mais Saria chassa l'insecte d'un revers de main et lui demanda s'il allait bien. Elle était très inquiète. Il en fut même surpris, car il n'avait jamais connu une telle affection. C'est compliqué. Il se dit, waouh, elle s'inquiète vraiment pour moi, etc. Et puis ils rentrent chez eux et vont manger un morceau. Et Saria dit que c'est le jour de la chasse aux fruits pour l'évolution. Et l'enfant n'a pas envoyé de Wi-Fi à ce moment-là. Parce que Saria dit que les fruits aident à atteindre son plein potentiel. Mais si tu en manges 11, tu meurs. Et le gamin se retrouve de nouveau enfermé parce qu'il en a mangé exactement 10. Franchement, quelle chance. Saria révèle alors qu'elle économise pour offrir les fruits à son futur mari. Mais un imbécile vole tout. Le gamin, aussitôt, se jette à terre et présente ses excuses les plus sincères. Mais Saria dit que tout va bien, parce qu'il sera son mari. Franchement, à ce stade, on sait déjà que le type est fichu. Voilà. Après ça, elle part chasser et à la première occasion, le type se sauve. Pendant ce temps, d'autres élèves s'entraînent de façon un peu douteuse. Vous voyez, je pense que ça va mal finir, mais c'est une autre histoire. Pendant ce temps, Seishi, déguisé en T-Flash, court au milieu de la forêt. Saria arrive juste derrière lui, toute inquiète, et lui dit de ne pas aller dans cette direction. Mais Seishi pense qu'elle veut le capturer. Et il est déjà en train de faire un cosplay, là, tout près point des roi Druné et a dit que j'étais parti, à gauche, bip bip. En arrivant à la grotte, il tombe nez à nez avec le roi Crâne. Un adversaire de niveau 1500, vous savez, le roi Crâne se jette aussitôt sur Seishi, mais Saria s'interpose. Elle se dit heureuse d'être arrivée à temps. Et il finit par l'appeler par son nom. Il tente d'agir, mais elle lui dit qu'elle est déjà rentrée à la base. Car son pouvoir lui permet de vivre littéralement après la mort pendant un court laps de temps. Et l'attaque fut directe, en plein cœur. Le garçon est déjà rongé par la culpabilité de l'avoir maltraité, rejeté et insulté parce qu'elle était une gorille. Et elle dit qu'il est gentil, car dès le début, il l'a traité normalement, lui parlant sans crainte. Skull prend la parole. Mec, c'est quoi ce truc bizarre entre vous deux? Seishi entre dans une rage folle, dégaine une épée magique. Puis il sort un autre bâton, le lance et fonce sur lui. À la Kirito, là-bas, il était en train de tabasser King Skull. Et pendant le combat, il disait qu'il aimait Saria. Bon, là, ça devient un peu bizarre, sérieusement. C'est compliqué. Mais à cet instant précis, Saria se met à briller. Seishi lance un sort sur le roi Crâne, un sort d'eau, en l'occurrence. Il esquive. Cependant, Seishi se téléporte instantanément et frappe l'homme en plein cœur avec son pouvoir. Un pouvoir sorti de nulle part, car il n'avait jamais été révélé auparavant. Mais ce n'est pas grave, il ne l'avait pas avant et maintenant il l'a, problème résolu. Cependant, dès que le roi Crâne est vaincu, on découvre qu'il a été libéré de sa malédiction. Il reprend sa forme originelle et il y a une petite scène dramatique avec sa jeune servante Angélique. Et apparemment, une romance s'est nouée entre eux. Il n'a pas pu la protéger. Cela ferait un bon anime, mais il n'est pas le protagoniste de cette histoire. Et le roi Crâne accompagne l'âme de sa servante. Pendant ce temps, Saria est presque arrivée à la base elle aussi. Je ne vais pas le montrer ici, mais disons simplement que Seishi s'est approché et l'a embrassée. Puis une sorte de lumière est apparue, et d'une manière ou d'une autre, elle s'est transformée en cette fille. Oui, je n'ai pas compris et vous non plus, mais passons à autre chose et n'y réfléchissons pas trop. Le récit relate ensuite l'histoire du roi Skull, un seigneur féodal aimé de son peuple. Cependant, la cupidité d'un empereur a poussé sa femme et son peuple à le trahir. Il se retrouva seul avec sa servante, Marie, qui resta à ses côtés jusqu'à la fin et le réconforta. Cependant, l'empereur poursuivit ses agissements et tua Marie. Après cela, le seigneur féodal s'isola et devint le roi Crâne. Sa haine le consumait, car il aimait véritablement Marie. Et Marie l'aimait aussi. Voilà pourquoi ce drame poignant est apparu ici, ces histoires tristes. Seishi et Saria pleurent après avoir lu le livre. Et ils prennent le coffre comme si de rien n'était, comme si de rien n'était. Cet anime passe d'un niveau exceptionnel à un niveau catastrophique en un rien de temps. Seishi, comme tout bon protagoniste de ce genre, acquiert de nouvelles capacités grâce au roi. Finalement, il obtient le dernier point d'expérience, déclenchant sa transformation finale. Et le mec est devenu une idole de K-pop. C'est dingue. Franchement, à partir de maintenant, il va avoir une chance incroyable. Le pouvoir, le physique, un talent hors du commun, waouh, tout y est. Sa vie changea du tout au tout. Soudain, un petit agneau coiffé d'un haut de forme apparut et déclara être le gardien du donjon. Et ils furent les premiers à passer. Le roi Kaverao est traité comme s'il n'était qu'une quête, et non comme un être vivant, d'accord ? Tu sais, cet anime me perturbe. Bon, soyons francs. C'est beaucoup d'informations, mais c'est génial. Le petit agneau apporte les graines du fruit de l'évolution, une robe pour Saria. Et il y a même un casque pour Seishi, qui demande comment il va faire pour manger, etc. Le petit mouton lui répond que quand il en aura besoin, il n'aura qu'à soulever son casque. Franchement, ce petit mouton est vraiment joueur. Saria décide de suivre Seishi partout où il ira. #fasttag, elle se l'est tatouée. Et il marche main dans la main vers l'horizon, trop mignon. Et encore une fois, oubliez qu'elle était une gorille, qu'il y avait une étincelle en elle, et que, soudain, elle s'est transformée en cette jeune fille. Apparemment, une nouvelle héroïne va bientôt faire son apparition. Notre protagoniste actuel, Pic Motokero, parcourt le monde aux côtés de Saria. Il découvre alors une créature visqueuse qui attaque immédiatement notre motard, mais elle est rapidement vaincue car elle est bien trop puissante. Puis, les indices sur le combat disparaissent, et il se débarrasse de Saria, obtenant 2 capacités qui améliorent ses statistiques de déguisement. Il est déjà désespéré car il commence vraiment à se considérer comme un monstre. À mesure qu'il gagnait en puissance, son casque évoluait lui aussi, se transformant en une cape dissimulant son véritable pouvoir.
pouvoir. Il se rend ensuite dans un royaume où on l'interroge sur l'absence de papier d'identité. Seiichi prétend les avoir perdus. Le chevalier utilise alors un orbe, un détecteur de mensonges, et le test est concluant. Enfin, ils peuvent se rendre en ville. Mais lorsqu'ils révèlent qu'ils vont à la guilde, le chevalier s'inquiète et leur dit formellement de ne pas y aller, qu'ils n'ont pas besoin de cet endroit et que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils n'ont qu'à s'adresser à lui. Ils font connaissance et deviennent amis, il s'appelle Cloud. Seiichi et Saria se rendent ensuite à la guilde et découvrent qu'il s'agit d'un repère de pervers dépravés se livrant à des activités plus que douteuses. Seiichi décide alors qu'il vaut mieux aller ailleurs. Le maître de guilde s'approche alors d'eux. C'est un autre personnage excentrique, uniquement motivé par la force, et il leur dit de ne pas être timide et d'entrer immédiatement. Ensuite, il appelle la réceptionniste qui se comportait de manière suspecte. Elle s'excuse pour ce qu'ils ont vu et se transforme soudain en une jeune femme discrète. Elle explique que la guilde collecte des informations à travers le monde et que cela présente des avantages. Seiichi hésite encore, mais Saria lui dit que tout le monde a l'air de s'amuser et le convainc de rejoindre la guilde. Soudain, des individus excentriques, ressemblant à des fans du Joker, font irruption et l'entraînent dans un coin, l'intimidant. Seiichi dit à Saria d'attendre, qu'il revient tout de suite et les membres de la guilde restent là, impuissants, la tête baissée. Mais en réalité, ce que ces gars-là voulaient, c'était rencontrer Seiichi, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'ils le trouvaient très beau. Et ils disent que c'est juste pour lui souhaiter la bienvenue, et lui, il en met rapidement deux hors d'état de nuire et prend la fuite. Après avoir sauté par-dessus de nombreux bâtiments tandis qu'il le poursuivait, il finit par les semer et parvient à regagner la guilde. Le chef et la réceptionniste sont surpris, car jamais auparavant l'un des trois n'était revenu. Quel désordre! Seiichi les réprimande et leur demande comment ils peuvent rire d'une chose pareille, mais ils continuent de faire comme si de rien n'était. La réceptionniste explique alors qu'ils doivent passer un test pour évaluer leurs compétences et leur niveau d'aventurier, et que pour cela, il leur faut un aventurier vétéran de niveau B ou supérieur. Seiichi comprend alors qu'une autre folle arrive, et en moins de 2 secondes, elle apparaît. Une femme aux cheveux blancs, une hache gigantesque et une personnalité de Cinder. Après un premier refus de Seiichi, elle finit par accepter, face à son insistance. L'aventurière, nommée Artoria, explique alors les différents types de missions. Durant celle-ci, elle sourit, un peu gênée par les compliments de Seiichi et Saria. Saria accepte ensuite la mission d'aider à l'orphelinat, et Seiichi est témoin du sauvetage d'un petit garçon blessé par Artoria. Ils arrivent ensuite aux ruines, leur mission étant de les détruire. Seiichi, toujours aussi maladroit, s'appuie contre les ruines qui s'effondrent sur lui. Surprise, elle tente de le secourir et l'on découvre son passé. Elle est affligée d'une sorte de malédiction qui provoque des accidents chez quiconque s'approche d'elle. Elle fond en larmes en cherchant Seiichi, mais celui-ci parvient à se dégager des décombres. Elle se met aussitôt à le sermonner sur les dangers de la vie d'aventurier et sur la façon dont il pourrait mettre en péril tous ses compagnons. Finalement, elle s'excuse d'avoir été trop dure et se dit soulagée qu'il soit sain et sauf. De retour auprès des compagnons de Seiichi, ils suivent un entraînement rigoureux et le chevalier responsable refuse même de les impliquer dans sa guerre contre le roi démon, mais il n'y peut pas grand-chose. Pendant ce temps, Seiichi termine sa dernière mission, promener un chiot. Mais il s'agissait en réalité d'un loup gigantesque. Le propriétaire et Artoria observent la scène avec amusement. Le propriétaire remarque qu'Artoria sourit davantage et lui demande si cela a un lien avec le garçon, ce qui la fait rougir. De retour à la guilde, ils reçoivent leur récompense et Artoria les invite à l'auberge où elle loge, puisqu'ils n'ont nulle part où aller, à la surprise générale. Le lendemain, l'épreuve commence enfin. Seiichi, enthousiaste, part cueillir des plantes, suivi de Saria, tandis qu'Artoria craint que sa malédiction ne les affecte. Saria réussit sa mission en récoltant 10 herbes, mais Seiichi n'en a trouvé aucune, seulement de rares objets de mana. Artoria lui indique cependant qu'il y en a juste à côté de lui, et il s'en empare aussitôt. Ce salaud a reçu une bénédiction divine, mais cela ne sert pas toujours à rien. Il part à la recherche des herbes restantes pour terminer sa mission, mais ne trouve à nouveau que de rares objets. Soudain, il entend des bruits dans la forêt. Ce sont des démons maladroits, mais ils n'ont pas l'air méchants. Soucieux de satisfaire sa patronne, Seiichi, fidèle à lui-même, va lui demander de l'aide pour trouver des herbes. Mais ils le perçoivent comme une menace, et tel des Power Rangers, il invoque un troll qui le roue de coups. Seiichi utilise alors son pouvoir d'absorption et vole la force du troll, semant la terreur parmi eux. Ils prennent la fuite. Seiichi finit par revenir avec d'autres objets rares, mais Artoria lui accorde un répit et leur ordonne de passer à l'épreuve suivante. Après cela, les démons vont voir leur chef et lui parlent du plan de téléportation. Mando se rendit dans l'antre du dieu dragon, mais malgré cela, ils ont désobéi aux règles en ne l'informant pas et ils se sont enfuis pour éviter sa punition. De retour à Seiichi, ils ont retrouvé le chevalier nuage, qui les a motivés pour l'épreuve finale, vaincre des Slims. Artoria n'a guère confiance en Saria lorsqu'elle frappe Ario et prétend qu'il est son arme secrète, mais elle lance tout de même l'épreuve. Cependant, la substance visqueuse est téléportée. Artoria comprend ce qui se passe et annule l'épreuve, mais elle active l'un des sauts. Seiichi et Saria l'accompagnent, tentant de la sauver. Artoria les réprimande, leur reprochant de s'être mis en danger inutilement, mais se montre ensuite très reconnaissante lorsqu'ils expliquent qu'ils n'ont même pas réfléchi, qu'ils ont simplement essayé de la sauver. Elle leur donne alors une pierre pour les aider à se retrouver s'ils
se séparent, et plus tard, à cause de sa malédiction, elle active un piège et sépare le groupe. On dirait presque qu'elle l'avait prédit. Il tente même d'utiliser la pierre pour rejoindre Artoria, mais en vain. Artoria se lance dans un combat acharné contre une momie, qu'elle finit par vaincre, mais elle est de plus en plus épuisée par ses blessures. Pendant ce temps, Seishi et Saria sont complètement perdus dans le labyrinthe. Ils découvrent même un coffre, mais Seishi le trouve très suspect et l'ignore tout simplement. Soudain, le coffre s'anime et se jette sur lui, tentant de l'ouvrir de force. Seishi l'anéantit rapidement grâce à sa magie, puis gagne un niveau, acquérant les pouvoirs du coffre ainsi que son histoire. En résumé, avec l'invention des boîtes à objets, les coffres sont devenus inutilisables. Désireux d'être utile et d'interagir avec les humains, il a évolué jusqu'à apprendre la magie. Mais finalement, les humains l'ont considéré comme un monstre, et l'histoire de ce coffre et de tous ceux qui ont subi le même sort s'achève. Seishi la prend en pitié, mais s'empare des objets qu'il a gagnés. Une bague qui diminue la chance de 2 points et une des cartes reçues. La pierre commence alors à virer au rouge, signe qu'Artoria est sur le point de mourir. Elle affronte de nombreux adversaires avant d'atteindre enfin l'antre du dragon. Ce dernier tente de l'intimider, mais elle charge de toutes ses forces, déclenchant un combat féroce. Seishi et Saria tentent désespérément de la rejoindre, mais en vain. Artoria, de son côté, gît au sol après sa défaite face au dragon, mais elle ne se laisse pas abattre. Elle entre en mode berserk et se jette sur la créature, qui la repousse sans peine. Elle retente sa chance, mais le dragon l'immobilise tout aussi facilement. Persévérante, elle tente une dernière fois, mais cette fois, le dragon lui porte un coup fatal. Elle accepte son sort, déclarant qu'elle voulait au moins les voir tous deux sains et saufs avant de partir, puis elle s'évanouit. Mais elle se réveille, Seishi bloquant l'attaque du dragon à ses côtés. Elle sauve ensuite Artoria avec Saria et explique qu'elle a brisé le mur d'un coup de poing, ignorant sa propre force. Artoria est stupéfaite lorsqu'il perce le mur, et en chemin, heurte le dieu dragon. Saria lui demande de soigner Artoria, il lui donne une potion de soin et se reconcentre sur le dragon. Le dragon est furieux, mais Seishi dégaine ses 2 épées et lui ordonne de se préparer. Le dragon lance plusieurs coups puissants, mais Seishi les esquive grâce à sa vitesse, malgré la difficulté que représente la force colossale du monstre. Après avoir évalué la puissance du dragon, il la détermine à 5000. Et c'est alors qu'il est frappé par la cause du dragon. Le dragon invoque alors un grill déchaîne un torrent d'énergie explosive et la concentre en une sphère terrifiante, mais Saria lui rappelle son pouvoir de l'eau, et il déploie rapidement une force capable d'affronter le dragon. À présent, dans sa forme ultime, contrairement à la première fois, il maîtrise ses forces et inflige des dégâts bien plus importants. Saria protège Artoria, tandis que Seishi poursuit son attaque. Le dragon est immobilisé par une technique d'intimidation, mais Seishi, submergé par la puissance de son adversaire, obtient instantanément une résistance du système et l'attaque aussitôt. Il utilise alors des techniques supplémentaires qu'il a sorti de nulle part et déchaîne une pluie de coups sur le dragon, le réduisant en miettes. Avant de disparaître, le dragon pleure et murmure qu'il ne désirait qu'une chose, être heureux avec cet homme. Apparemment, chaque méchant de cet anime a un passé tragique. Seishi augmente alors considérablement sa puissance, et Saria le serre aussitôt dans ses bras, inquiète. Elle explique qu'Artoria s'est endormie après avoir pris le médicament. Seishi part ensuite récupérer le butin pour trouver une issue dans la grotte, attristé d'être devenu encore plus puissant grâce aux dépouilles du dieu dragon. Il avale alors la boule de cristal et acquiert la magie spatiale du dragon. Il obtient également un nouveau manteau qui est en réalité une armure surpuissante, et enfin un livre de sorts du dieu dragon et de son histoire. Dans les temps anciens, le dieu dragon était le protecteur de l'humanité et vénéré de tous. Cependant, des humains avides convoitaient les matériaux du dieu dragon pour fabriquer des armes et complotèrent pour l'exécuter, mais le seigneur démon le sauva à temps. Néanmoins, les humains invoquèrent un grand héros qui vainquit le roi démon, et ils reportèrent alors leur attention sur le dieu dragon. Ce dernier s'enferma donc dans un donjon afin d'être hors de portée des humains et de ne rien perdre de plus précieux. Seth pleure à nouveau et présente ses excuses au dieu dragon. Lamb leur envoie alors une lettre expliquant qu'il n'a pas réussi à remplir la mission du donjon, à savoir garder le dragon en vie, et que cette fois-ci, il ne viendra pas car il est en vacances. Seth retourne ensuite en ville avec les filles, grâce à sa nouvelle magie spatiale. Artoria se réveille alors et se débat aussitôt tandis que Seth la porte, mais elle se calme rapidement, s'excuse et montre son statut qui indique une malédiction de moins 2 millions. Elle explique que cette malédiction la poursuit depuis sa naissance et continuera de causer des ennuis à tous ceux qui l'entourent. Seth s'en va, souriant et la surprenant, en lui disant qu'elle n'a causé aucun problème. Alors, lorsqu'elle est arrivée à la guilde, le chef et la réceptionniste, fébriles, recueillaient des informations. Soulagé de savoir Artoria saine et sauve, il s'enfuit, toujours persuadé qu'elle est pédophile. C'est un peu comme ces démons qui, tout à l'heure, pariaient, croyant avoir déjà été vaincus par le dieu dragon, avant que leur chef n'apparaisse et leur annonce la défaite du dieu dragon, à la surprise générale. De retour à Seth, il cherche Artoria en ville et croise d'abord son amie. Celle-ci lui demande s'il est au courant de sa situation. Il répond par l'affirmative, et elle lui demande alors de l'approcher. Elle lui assure qu'elle la retrouvera et ajoute, sur le ton de la plaisanterie, qu'elle compte sur lui.
et elle l'appelle prince charmant quand il part. Seth la retrouve alors grâce à la pierre de localisation d'une avant, elle se cachait dans ses ruines. Artoria explique qu'elle ne supportait pas que tout le monde se soucie d'elle, et qu'elle n'était pas la seule. Seth la prend alors dans ses bras et lui dit qu'il restera avec elle jusqu'à ce qu'elle se sente de nouveau en sécurité, au point qu'elle parvient à sourire sincèrement et même à verser quelques larmes. Serah s'inquiétait pour Seth, mais les membres de la guilde lui ont conseillé de lui faire confiance. Seth réalise alors la situation et en est très gêné devant Artoria, chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Artoria avoue être gêné, mais remercie Seth pour ce moment. Il réfléchit à ce qu'il pourrait faire, puis lui demande de tendre la main et y place la bague qu'il portait auparavant, ce qui double la chance de celle qu'il apporte. Et un calcul simple permet de constater que négatif multiplié par négatif donne positif. La chance d'Artoria s'élève désormais à 4 millions. Seth affirme qu'ils peuvent désormais connaître le vrai bonheur et qu'il les soutiendra pleinement. Gênée, Artoria le repousse et s'enfuit. Elle ne sait absolument pas comment gérer ses sentiments. Seth, perplexe, repense aux mots qu'il lui a adressés à cet instant, qui sonnaient bien différents de ce qu'il avait voulu dire. On aurait dit une demande en mariage. Il court pour la rattraper, mais s'arrête, se disant que si cela la rend heureuse, ne serait-ce qu'un instant, c'est suffisant. Le coffre réapparaît alors du ciel et lève le pouce. Artoria ne comprend toujours pas ce qu'elle ressent et se demande pourquoi son cœur s'emballe. Le lendemain, Artoria évitait Seth, qui se demandait quoi faire. Saria le rassura, lui disant que son intuition lui disait qu'Artoria ne le haïssait pas. Seth fit alors ses adieux à Saria, qui s'apprêtait à commencer sa mission auprès des enfants de l'orphelinat. De son côté, Seth décida de partir à la découverte de ce monde. Seth parle donc au chef de la guilde, qui lui propose d'abord un stage de musculation, ce qu'il refuse. Puis, les réceptionnistes lui donnent des informations plus que douteuses, vous voyez le genre, et finalement, ils évoquent la possibilité de faire appel à plusieurs héros qui se trouvaient dans une autre ville, afin qu'ils puissent vaincre le roi démon. Ils envoient Seth à la bibliothèque centrale avec la carte que le chef musclé a sortie de son maillot de bain, et lui demande de la sentir. Mais il se retourne et s'exclame, vous êtes fou, vous délirez, mec, peu de gens le savent, mais Seth est accro aux youtubeurs de Sao Paulo. Pendant ce temps, au château de l'autre royaume, le magicien et le roi discutent de la lenteur des progrès des héros. Le magicien explique qu'il les a tous inscrits dans une académie de magie pour perfectionner leurs compétences et rassure le roi, ajoutant qu'il leur mettra aussi des bracelets de soumission. Ils échangent alors un rire diabolique, cliché et outrancier. Artoria est complètement sous le charme de Seth et s'interroge sans cesse sur ses sentiments. Seth est à la bibliothèque, à la recherche d'indices sur ses amis. Il réfléchit à la façon dont l'histoire dépeint le roi démon comme un être maléfique, puis se souvient de l'histoire du dragon et se demande s'il est vraiment mauvais. Il se met ensuite à étudier. Il s'intéresse à la magie et constate que certaines choses sont nécessaires. Le système lui confère alors toutes les capacités nécessaires pour mieux maîtriser la magie, brisant ainsi le cliché. Il prend un autre livre, et voilà que le système se montre malicieux. À chaque page tournée, il obtient un sort du niveau le plus élevé possible, au point d'être enseveli sous une avalanche de cartes magiques prouvant qu'il est le mage le plus puissant. Sarah joue avec les enfants quand soudain ils aperçoivent le gorille, et tout le monde exulte. Et n'évoquons même pas la liaison entre Seth et elle, sinon, nous risquons tous d'être arrêtés pour avoir assisté à cette scène. Seth trouve ensuite un tableau représentant une créature mi-homme, mi-chien et l'achète, ce qui la comble de joie. Puis, enivré par une odeur alléchante, il se rend sur place. En entrant, il découvre un homme qui semble être un ancien gentleman et un barman mystérieux. Artoria, perplexe, retrouve son ami qui décide de lui donner quelques conseils. Seth finit par sympathiser avec les gens du bar, mais il s'avère que le blond n'était qu'un paysan, et le barman reste un mystère. L'ami d'Artoria lui confie être amoureuse, parle de la bague et de sa promesse d'amour, et Artoria pense que c'était déjà avec Sarah. Mais son ami continue de l'encourager, et elle finit par suivre son conseil, persuadée qu'elle le séduira avec ses mots. Puis, les amis du bar expliquent à Seth que dans leur pays, un tel acte est un vœu d'amour éternel, et à cet instant, il recrache son café. Alors le blond lui conseille de ne pas dire qu'il plaisantait et qu'elle a mal compris, sinon c'est la fin pour lui. Le barman ajoute même que, dans le meilleur des cas, il sera castré. Ses amis au bar lui recommandent alors de l'épouser, que c'est simple et que ça résout le problème. Il mentionne Sarah, et le blond lui dit de cultiver l'amour pour les deux et de rester ouvert d'esprit. Le blond a déniché une perle rare, vous imaginez? Le barman le sait, lui conseille de ne pas donner de réponse vague, de s'excuser auprès d'Artoria ou d'assumer ses responsabilités. Seth est heureux et dit au revoir aux deux. Le barman fait alors remarquer au blond qu'il s'exhibe trop et lui conseille de se détendre, car le meilleur épéiste du royaume arrive pour le récupérer. Quelqu'un sonne à la porte, mais la scène se déplace vers Seth. Seth décide alors de tout raconter à Sarah, répétant même la conversation sur le champ, puis d'aller s'excuser auprès d'Artoria. Mais à ce moment précis, Artoria arrive avant lui, entre dans l'église et l'appelle. Il rassemble son courage et se répète qu'il doit s'excuser, que c'est le moment, mais Artoria arrive et l'embrasse, le laissant sans voix. Elle lui dit de ne pas continuer, qu'elle sait qu'il ne lui a pas offert de bague par amour, mais que cela lui est égal, car elle est amoureuse de lui. Elle ajoute qu'elle sait qu'il aime Sarah, mais qu'elle veut être avec lui et lui demande si elle n'est pas assez bien pour lui. Il continue de lui déclarer sa flamme, et Seth commence à être désemparé, ne sachant plus où donner de la tête. Il était sur le point de réagir, de dire quelque chose, mais Sarah ouvre la porte à ce moment précis et les aperçoit. Ça va mal tourner.
Du côté de Seth, mais en réalité Sarah lui dit de l'accepter, qu'elle le voulait là rien que pour elle, mais que c'est naturel pour les femmes de rechercher le plus fort. Et là, on voit qu'elle se comporte encore comme une gorille. Seth, qui n'arrivait même pas à se connecter au Wi-Fi, est soulagé de ne pas être envoyé à la base, mais Sarah lui dit de l'accepter, qu'elle aussi aime Artoria et qu'elle veut être avec elle. Mes amis, qu'est-ce que je vois là? Et puis Seth embrasse Artoria juste devant Sarah, lui déclare son amour. Sarah s'approche et les prend tous les deux dans ses bras. La scène suivante, c'est le mariage des trois. Tous ceux qui sont apparus jusque-là félicitent Seth, et Seth se demande, est-ce que c'est normal que tout ça se termine vraiment? Et la scène suivante, c'est une jument aux cheveux roses. Non, non, pitié, non. Et puis, le chef de la guilde dit qu'il n'a pas de cheval. Oh mon Dieu, est-ce que je rêve? J'y crois pas, mec, j'y crois pas. Sérieux, je fais ça pour vous, n'oubliez pas de liker. Mais qu'est-ce que je vois là? Oh mon Dieu, le chef arrive et dit que l'aventurier a besoin d'un cheval. Où est-ce que ça va finir? Et il dit que le cheval serait important pour la mission, et lit ça sur le contrat de l'aventurier. Oh mon Dieu, non, il sort une déclaration de lieu que je ne vous dirai pas, la donne à Seth pour qu'il aille acheter le cheval. Seth arrive alors chez le fermier, lui demande s'il compte participer à la compétition, et que si oui, il aura besoin d'un cheval. Seth ne comprend rien, mais suit le type, et celui-ci lui montre le cheval dragon, très populaire, et le cheval cerf, qui, malgré son air idiot, est 2 fois plus fort qu'un cheval dragon. Seth est incrédule. Bon, le fermier, incrédule, il ne peut qu'être incrédule, bon sang. Je n'en reviens pas. Bon, me revoilà. Le fermier dit qu'ils sont parfaits pour la domestication et leur donne quelques caresses. Soudain, le cheval s'effondre. Le fermier nie même qu'ils se soient emballés, expliquant qu'ils deviennent vite incontrôlables, car ils oublient de respirer tellement ils sont maladroits. Un simple choc suffit à les rendre fous, comme s'ils allaient rendre visite à leur père céleste. Puis il présente une jument sauvage, une jument qui n'a jamais été en contact avec personne depuis sa naissance. Seth dit qu'elle ressemble plus à un mulet. Mais à ce moment précis, le fermier reçoit un coup de sabot bien placé dans le ventre. Insatisfaite, elle se dirige vers lui et commence à le piétiner. Seth se demande bien ce qui lui passe par la tête, et le système Boom, la capacité à comprendre d'autres langues, lui permet de la comprendre. La mule piétine l'homme et lui ordonne de ne pas la toucher, affirmant que seuls ceux qu'elle juge dignes peuvent l'approcher. Seth lui parle, et elle l'invite à l'attaquer, mais il l'arrête net et commence à l'immobiliser en plein vol. Elle la laissant complètement incapable d'attaquer, elle se rend et le reconnaît digne. Il dit reconnaître sa force et tout le reste, et s'incline même devant lui, ajoutant qu'après avoir reconnu sa force, Seth se retournera et l'appellera maître. Le vieil homme tente même de se relever. Mais il reçoit un autre coup de pied dans le ventre, et Seth dit qu'il va l'emmener, et le vendeur, presque évanoui, la remercie de sa fidélité. Seth lui achète ensuite plein de nourriture, et elle est aux anges. Elle lui dit qu'il sera là pour elle toute sa vie pour se faire pardonner, et que ce n'est pas si grave. Plus tard, on voit une jeune fille mi-chien, déjà vue, se faire aborder par quelqu'un qui lui dit qu'elle devrait participer au concours d'art et qu'elle gâche son talent. Seth arrive et demande ce qui se passe. L'homme l'entend dire à la mule qu'il a déjà acheté un tableau à la jeune fille, et s'en sert comme argument pour la convaincre de participer au concours. Seth accepte alors de participer lui aussi, et lui propose, s'il termine parmi les premiers, de participer également à son concours. Marché conclu, elle dit que c'est fermé. Il lui demande s'il n'a pas peur, et il répond que si. Après tout, ça a l'air d'un événement gigantesque, mais il préfère participer et essayer plutôt que d'abandonner et de le regretter plus tard. L'homme annonce à Seth que l'un des prix est un poisson rarissime, et la mule s'emballe et déclare vouloir participer. L'homme lui demande s'il va participer avec cette mule, et il répond oui, à la stupéfaction générale. Soudain, un autre colisée apparaît dans la coupe. Artora et Sarah vont observer Seth, et le présentateur commence à annoncer les prix. En deuxième position, un livre de reportage photo douteux sur le capitaine et la bretteuse les plus forts du royaume. C'est la folie générale, et Seth reste là, perplexe. Tout d'abord, c'est une invitation à passer la journée avec elle et toutes les autres Valkyries. Seth se demande une fois de plus ce qui se passe, tout comme la mule qui reste totalement impassible. Celle-ci leur dit de se concentrer sur la 5e place, ce qu'il accepte. Mais la jeune fille chien apparaît et lui conseille d'être prudent, suggérant même d'abandonner. Pourtant, par le passé, malgré les difficultés, il avait simplement eu besoin d'un coup de pouce, se souvenant de ses 2 camarades. Cette fois, il veut donner un coup de pouce à la jeune fille chien. La course démarre et tout le monde s'élance. Ceux qui avaient un cheval cerf se figent. Les chevaux cerfs retournent à leur base et identifient le bruit du coup de feu. Peu après, c'était de retour avec Lulune, le nom de la mule. Tout le monde a parié sur eux et Seth commence à s'énerver. Lulune explique qu'elle était tellement anxieuse à propos de la course qu'elle a sauté le petit déjeuner et se met à pleurer, incapable de courir. Affamé, Seth sort. Il sort un fruit Shinkanumi de sa sacoche magique et demande qui va semer la pagaille. Il le lui donne et peu après, les concurrents commencent à utiliser leur ruse pour s'éliminer les uns les autres. Un aventurier invoque des loups de rang A et B, et tout le monde est stupéfait, mais Seth arrive aussitôt avec la folle Lulune, prête pour un entraînement pré-Shinkanumi. L'excitation est à son comble dans le stade. À peine arrivée, Lulune atterrit d'un bond, terrassant tous les loups de rang B. Seul le loup de rang A, l'infernal, subsiste. Aussitôt après, elle active un mode ultra précis et assène un coup fatal en plein museau. Enfin, Lulune invoque un insecte maudit, une référence évidente à Vedito. Tous les autres abandonnent la course pour éviter de l'affronter, elle et Seth, qui remportent ainsi la victoire.
Seth et Lulune sont complètement désorientés. Ils visaient la 5e place, et Sari Artora et la jeune fille à 4 pattes étaient très fiers de lui, et elles étaient aussi très inspirées. Ensuite, Lulune pleure car elle n'a pas eu son poisson, et Seth essaie de la consoler. Elle s'émeut et lui promet de le servir toute sa vie. Soudain, une lueur apparaît sur l'écran et... Mais qu'est-ce qu'on voit? Sari et Artora entrent dans la maison et sont stupéfaites. Lulune est sous sa forme humaine, dans une posture de mule, et Seth fait des trucs bizarres, vous voyez? Du sang coule du visage du type un peu geek. Les filles ne comprennent rien. Gênée, Lulune le prend dans ses bras, et... Mais qu'est-ce qui va se passer? Seth apparaît alors avec Lulune, telle qu'elle est venue au monde, et Artora, rongée par la jalousie, se met à le rouer de coups. À terre, après avoir encaissé les coups d'Artora, Seth explique que la fille est Lulune, qu'elle est la mule, mais elle refuse de le croire. Sari se transforme alors en gorille pour lui prouver que c'est vrai, et Artora reste sans voix. Artora emmène ensuite Lulune faire du shopping pour lui acheter des vêtements afin qu'elle soit plus à l'aise, mais l'idée qu'elle ait été une mule reste étrange. Deux chevalières entrent alors dans la pièce et demandent à voir Seth. Il se présente et elle l'enchaîne par magie. La rousse déclare même que leurs crimes sont terminés. Il quitte la pièce en criant son innocence. Leia, le nom de la démone rencontrée précédemment, apparaît alors. Elle est la 3e capitaine de l'armée du Seigneur Démon. D'autres lapins de Juventus font également leur apparition, mais ils ne sont pas si importants. Quelques hommes et un autre démon sont également présents, impatients que la réunion commence. La fille du roi démon apparaît alors, et elle est adorable. Elle explique avoir réuni tout le monde pour tenter de forger une alliance avec le royaume de Runeberg. L'assemblée est surprise et s'interroge, car ils ont exécuté l'ancien roi démon. Elle révèle ensuite que le royaume de Runeberg, où réside Seth, a conclu des accords de paix avec les démons. Leia leur apprend également qu'un simple humain a vaincu le dieu dragon, Seth en l'occurrence. Leia a accompli un rituel pour ranimer l'âme du dieu dragon et communiquer avec lui, et il lui a révélé qu'il s'agissait de Seth. Elle promet de le venger, mais il lui répond que ce ne sera pas nécessaire. Il a longtemps haï les humains, mais le combat qu'il a perdu était parfaitement juste et il l'accepte en paix. Alors, la servante de la fille du roi démon se tient là, indignée, déclarant que la vengeance est nécessaire, et elle promet d'apporter la paix. Il lui rappelle la prophétie selon laquelle toute implication avec les humains engendrerait calamité et chaos, et elle rétorque que si cela se produit, elle offrira sa propre tête en échange de la paix. Furieux, l'homme se met en colère, et tous les capitaines présents à table lui proposent un barbecue s'il persiste à s'immiscer dans les affaires de la fille du roi démon et à la questionner. Il quitte la pièce en trombe, indigné, et tous les capitaines saluent le seigneur démon, qui, en l'occurrence, est la petite fille. Son serviteur, visiblement enclin à la guerre, affirme que ses plans ont été déjoués, mais qu'il ne renoncera pas. De retour à Seth, les cavalières lui rappellent qu'il a gagné la coupe royale, et passera la journée avec les Valkyries, et il demande pourquoi les menottes, et la rousse répond qu'ils n'ont pas de temps à perdre, ce qui le met en colère. Mais l'autre fille va leur enlever les menottes, les conduisant à leur terrain d'entraînement, où Louise, la capitaine des Valkyries, est en plein combat, entraînant les autres chevaliers. Elle les met hors de combat en un clin d'œil, et il la remercie pour cet entraînement rigoureux. Ensuite, Louise va voir Seth, et alors qu'il s'apprête à la saluer, elle place l'épée dans sa main et lui propose un duel simulé. Il lui ordonne de rentrer chez elle, et elle recule, prête à se défendre. Seth panique, mais la scène suivante montre les élèves téléportés à l'académie mentionnée précédemment. Là, le groupe de camarades de cette rencontre un autre groupe qui le défie en duel pour déterminer qui tuera le plus de monstres. Pendant ce temps, le chef d'un autre groupe coince la jeune fille, qui gifle aussitôt le voyou pour qu'il se fasse entendre, puis refuse le duel. Cette esquive et continue de répéter qu'il ne veut pas participer, mais Louise, impressionnée, déclare qu'elle se battra sérieusement. Il parvient à nouveau à esquiver et demande s'ils peuvent en finir rapidement. Elle répond par l'affirmative et ajoute qu'elle portera le coup fatal. Seth est terrifié, mais son instinct et son 6e sens fusionnent, libérant une vision hors du commun, une agilité inédite. Grâce à elle, il esquive et désarme Louise, mettant ainsi fin au duel. La surprise est générale, Seth y compris. Louise s'approche alors de lui avec plus de délicatesse et lui demande si elle peut l'appeler maître avant de s'agenouiller. Soudain, un chevalier appelle Seth pour lui parler, mais se tourne vers le roi, qui s'apprête à prendre un bain. Un assassin rôde non loin. Le chevalier remercie Seth et lui dit que Louise est une prodige capable de reproduire n'importe quelle technique qu'elle imagine. Bien qu'elle ne puisse pas utiliser la magie, elle est l'une des plus fortes du royaume. Louise entre alors dans la pièce et le remercie de l'avoir sauvé. Perplexe, il l'écoute. Elle commence alors à lui raconter son enfance et combien il était difficile d'être une enfant prodige. Au début, personne ne voulait l'affronter car elle gagnait toujours. Par conséquent, elle n'a jamais cru qu'on puisse la considérer comme son égale, ni même avoir un ami. Elle remercie alors le chevalier qui a toujours veillé sur elle et l'enlace. Tous deux partagent un moment d'intense émotion, tandis que Seth, en arrière-plan, se réjouit de cette scène. Il se souvient de son passé et de la solitude qu'il habite. Seth accepte, bien qu'il avoue ne pas savoir exactement quoi lui apprendre. Elle lui explique que tout va bien, qu'elle observe et s'inspire de ses techniques. Il acquiesce, l'air de dire « Ah, d'accord ». Soudain, un cri retentit. Une servante apparaît, annonçant que le roi a été attaqué. Les Valkyries regagnent leur poste et font leurs adieux à Seth, mais ce dernier, désireux de les aider, utilise sa vision du
du monde pour démasquer la coupable, une petite fille. Seth, avec l'aide du système, découvre son nom et apprend qu'elle est esclave, autrement dit, réduite au service d'autrui. Seth se rend dans la pièce par laquelle elle serait sortie et récupère facilement le cuné qu'elle a lancé, mais sa capacité de défense réflexe s'active d'elle-même, et il lance le cuné, la coinçant contre le mur même sans le vouloir. Elle se détend facilement, et Seth fait de même. Il se défend sans difficulté, disparaît et lui assène un coup à la nuque, un coup assez célèbre dans les films de ferme, après quoi les cavalières, ils apparaissent, puis Seth déclare que la petite fille est responsable, et Louise ordonne à la rousse de mener l'interrogatoire. Elle confie à Seth son étonnement de voir une si jeune fille interrogée, et que Lorna, la rousse en l'occurrence, est la seule à maîtriser les techniques avancées enfin, dans le cas de la secrétaire de la guilde, et que ces techniques sont pour le moins douteuses. Elle préfère ne pas les détailler. Soudain, les chevaliers se mettent à pleurer, car l'arme utilisée était maudite, et le roi ne se réveille pas. Seth, ému, leur ordonne de l'emmener auprès du roi, et là, surprise. Le roi n'est autre que le blond avec qui il avait sympathisé au bar l'autre jour. Louise présente alors son frère, chef du département de magie du royaume, qui s'excuse de ne pouvoir guérir le roi et implore l'aide de Seth. Seth se dit que s'il n'existe aucun sortilège pour le guérir, il en créera un. Il commence par invoquer un cercle et se perd dans ses pensées, absorbé par la création de cette magie. Il ne savait que faire. Il se mit alors à penser au mot « améliorer » et à le visualiser, améliorant le roi. Mais rien ne se produisit, jusqu'à ce qu'il prononce le mot. Tous l'entendirent, perplexes, et Seth fut très embarrassé. Pourtant, la magie des « améliorations » fut créée et la guérison du roi commença. Quoi de plus simple? Le protagoniste est le plus chanceux des animes, et la magie des « améliorations » consiste à annuler la magie lancée. C'est ainsi que cela se produisit, améliorant le roi et transformant son sommeil éternel en santé éternelle. À son réveil, le roi reconnut Seth, et le frère de Louise l'appela Maître Seth, affirmant qu'il avait défait la magie sans effort. Le roi déclara alors qu'il la récompenserait sur le champ, ce à quoi Seth s'opposa d'abord, mais Louise insista sur l'immense exploit accompli et le roi acquiesça. Seth, après un moment de réflexion, ne pose qu'une seule question. Le capitaine qui a formé les élèves, ses héros, le supplie de lui dire où ils se trouvent. Le roi les traite d'esclaves et affirme les avoir envoyés à l'académie de magie. Le capitaine est stupéfait. De retour à l'académie, les élèves sont là, complètement désemparés, ne sachant que faire. Un autre groupe, déjà aperçu auparavant, revient et commence à provoquer la jeune fille. Une de ses amies se met immédiatement en position de défense, et le chef de l'autre groupe cherche les ennuis. En réalité, ces individus ne font que colporter des rumeurs et menacent de représailles s'ils ne révèlent pas la nature de leur conversation. La jeune fille explique alors qu'ils parlent d'être condamnés à des travaux forcés dans cette académie, et un membre de l'autre groupe rétorque que c'est très simple, que le roi l'a même dit pour affirmer son pouvoir. Ils continuent de se vanter de leur supériorité, et la jeune fille les ignore et appelle ses amis pour qu'elles aillent ailleurs. Puis, de retour à Seth, il prend un bain avec le roi, et le roi dit que c'est son lieu, son rêve après que Seth ait trouvé l'endroit magnifique. La scène se déplace vers les filles de l'autre côté, discutant de l'interrogatoire qui n'a encore rien donné et de la requête de Seth au roi. Seth, parti s'entraîner à la magie et à l'escrime avec Louise et les autres, les a toutes enchantées. Nous retrouvons ensuite Saria, Artoria et Lulune, qui se baignent également dans les fontaines et parlent de Seth. Artoria craint qu'il ne revienne avec d'autres femmes, mais Saria le rassure. Seth sait parfaitement se sortir de toutes les situations. Et en plus de cela de manière amusante, et Artoria co-Artoria, toujours rongée par la jalousie, imagine deux chevalières déclarant leur flamme à Seth, d'abord une rousse, puis une aux cheveux courts, et enfin un homme musclé. On découvre alors la jalousie maladive d'Artoria. Le roi évoque ensuite son rêve, construire des bains publics à travers le monde, car là-bas, rien n'a d'importance race, nationalité, classe sociale, tous sont égaux, simplement occupés à se baigner, perpétuant ainsi une ancienne tradition japonaise. Il qualifie ce rêve de naïf, celui d'instaurer la paix de cette manière, et Seth sourit. De retour au château, un dialogue hostile s'engage entre le capitaine, le roi et le magicien. Pour eux, les élèves ne sont que des pions, et s'ils se rebellent, le magicien les éliminera tous grâce à son bracelet d'esclavage. Le chevalier s'y oppose fermement. Une flèche tente d'atteindre le roi, mais le chevalier l'intercepte. À la demande du magicien, il se lance à la poursuite du coupable, tandis que le roi reste sur place, s'interrogeant sur les événements. Lors d'une conversation avec le sorcier, celui-ci confie que malgré l'alliance du royaume voisin avec les démons, il a déjà agi et envoyé un assassin. De retour chez Seth, les filles lui rendent visite. Artoria tente d'accuser Sarah de jalousie, ce que Sarah nie catégoriquement. À cet instant, Louise apparaît et Artoria manque de peu d'achever Seth sur le champ. Cependant, il révèle qu'elle est la Valkyrie, la capitaine, et elle est immédiatement impressionnée. Louise se présente alors aux filles, qui font de même. Sarah se présente comme l'épouse de Seth, Artoria comme sa petite amie, et Lulune comme sa fidèle servante, dévouée corps et âme à son maître. Le frère de Louise, visiblement admiratif et un brin envieux, commente que Seth mène une vie extraordinaire. De retour dans la salle d'interrogatoire, Lorna commence ses terribles méthodes, sous le regard de Seth et des chevaliers, postés dans une autre pièce. Après un long moment de suspense, sa technique atroce consiste à manger un délicieux repas devant la petite fille affamée, et Lorna se régale. Furieux, Seth donne un coup de pied dans la porte et lui demande si elle est folle. Louise déclare qu'elle se passera de dîner ce soir, et Lorna s'effondre. Seth et Louise donnent ensuite le repas à la petite fille, et Louise explique que le collier est un collier de bondage, et qu'elle n'est qu'un instrument. Lorna lui demande si elle le savait, et pourquoi cet interrogatoire. Louise s'excuse et dit qu'elle ne l'a appris que plus tard. Seth demande pourquoi il ne lui retire pas le collier sur le champ, et la petite fille, visiblement
visiblement choqué, tente de le faire. Pendant ce temps, dans un autre royaume, le roi ordonne au magicien de faire partir la petite fille dans un monde meilleur, et dans la forêt, le chevalier honorable se demande pourquoi il continue d'aider ce royaume abject. Le chevalier retrouve alors le tireur de la flèche, un archer qui attendait sur le toit d'un bâtiment. Il explique avoir été témoin de ce meurtre par vengeance. Un jeune démon, fleuriste de profession, n'avait jamais fait de mal à personne et a été exécuté sur ordre du roi, qui autorisait l'extermination des démons à volonté. Le chevalier déclare alors que, quelles que soient les raisons, il ne peut tolérer qu'il menace le royaume. L'archer rétorque, lui demandant s'il n'est qu'une marionnette du royaume. Sans scrupule, le chevalier dégaine son épée magique et affirme vouloir protéger la nation, rien de plus. L'archer décoche alors plusieurs flèches. Flèche d'une précision magnifique, mais le cavale chevalier se défend par magie, puis l'archer porte son meilleur coup, et le chevalier part sans peine. L'archer décide alors de battre en retraite, espérant que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il ne sera plus une marionnette. Seiichi doit, une fois de plus, visualiser la magie qu'il souhaite créer. Sarah et les filles entrent également dans la pièce, mais Louise leur demande de se taire. Seiichi commence alors à visualiser sa magie de liberté, et l'image d'Abraham Lincoln lui vient à l'esprit. Une personnification de Lincoln est créée, il ordonne la liberté, et le collier est détruit. Honnêtement, cela serait facilement censuré sur plusieurs chaînes de télévision. La petite fille est libérée et se met à pleurer. Sarah la serre dans ses bras et la rassure. Pendant ce temps, Lulu embrasse le déjeuner de Lorna et commence à parler de son passé, de la façon dont les hommes-chats ont été réduits en esclavage, et elle s'appelle Oliga, et elle a même vu sa mère emmenée dans cet endroit qui emmène les prisonniers, qui commence par un camp. La vidéo parle de football et se termine sur l'importance de la concentration dans nos études. Je devais le préciser pour que YouTube ne la censure pas. Elle explique ensuite que les enfants du peuple chat ont été contraints de devenir des assassins, chacun spécialisé dans un domaine différent. Elle a vécu sous les ordres de l'Empire Khézan, commettant de nombreuses exécutions, et c'était tout ce qui comptait pour elle. Ses mains sont tachées de sang, et elle tient toujours la sienne, disant qu'il est toujours temps de recommencer. Elle dit qu'elle reverra sa petite sœur, et qu'elle peut aussi l'appeler son grand frère. Tout en la faisant pleurer, Sarah leur dit de prendre soin d'elle, et s'inquiète et parle à Louise, qui dit qu'elle avait déjà l'intention de la confier à ses soins à la demande du roi. Le roi est une personne très bonne et dit qu'il ne pourrait pas punir une si jeune fille. Puis Saint parle à Oliva, qui sourit. Pendant ce temps, le magicien du royaume Khézan et le serviteur de la fille du roi Devonio complotent quelque chose. La guerre, au nom de l'ancien roi Devonio, voilà ce qu'il pense. Saint s'entraîne à la magie avec le frère de Louise, cherchant à mieux la maîtriser. Arthur et Sarah le rejoignent, mais Louise, plus sérieuse, les interrompt et demande à Saint de protéger le roi pendant son absence. Elle va rejoindre l'armée des paladins, les seuls aussi puissants qu'elle dans le royaume, et ensemble, ils défendront le royaume contre les démons qui approchent des environs. D'abord, Saint se dit simple aventurier, mais Louise lui rappelle sa force et ses exploits. Puis, Saint fait ses adieux à Louise, qui sera absente plus d'une semaine, le temps nécessaire pour rejoindre le champ de bataille. Saint médite alors sur le fait que rien ne se passe jamais sans accroc, qu'il y aura toujours des problèmes, et que la paix n'est possible que grâce à la résolution de ces problèmes par les hommes. Une phrase devenue culte. Il n'a pas formulé sa phrase exactement comme il faut, mais c'est ce que j'ai compris. C'est une bonne leçon, on l'assimile tous? Juste après, le frère de Louise le félicite d'avoir enfin réussi à maîtriser sa magie et plaisante en disant qu'il a maintenant la capacité de se détendre. Puis le système lui annonce qu'il a acquis une compétence infernale sans fin, le laissant désespéré, car la situation ne semble pas du tout facile, la secrétaire et le chef, tout en écoutant le mage le plus puissant de tous les temps, le frère de Louise, sont déjà stupéfaits. Il s'exclame qu'il maîtrise tous les éléments et qu'il possède toutes ses photos. Le mage affirme le connaître et être au courant de ses exploits dans le royaume, ce qui rend le frère de Louise fou de joie. S'ensuit une référence au sumo que je n'ai pas bien comprise. Ils entrent ensuite dans la chambre du roi, qui le reconnaît, il s'agit de son sensei, Eren. La secrétaire en profite pour faire quelques plaisanteries douteuses. Finalement, le mage et le roi discutent. Barnabu, qui se fait appeler Barna, parle au roi de son académie, celle-là même où s'entraînaient les collègues de Seiji. Barna allait commencer à parler des héros du royaume de Kaizen, mais un chevalier l'interrompt. Elle entre et annonce que des monstres, de niveau boss, rôdent dans les environs, avec exactement 5000 monstres de niveau 5000, stupéfiant tout le monde. Pendant ce temps, les Valkyries, dans un champ au loin, font face à une autre armée de démons. Là, elle et le paladin se rassemblent pour les attaquer férocement. Louise dégaine sa véritable épée, ensorcelant tout le monde, et charge la horde, la vainquant facilement. Les Valkyries et les paladins rejoignent la bataille, mais apprennent qu'une autre horde attaque le royaume. Elle se prépare rapidement avec le roi. Dans le royaume des démons, le serviteur qui a tout orchestré observe en riant. Dans le royaume des humains, Seiji se joint à tous pour défendre le palais. Artoria s'inquiète du nombre, Seiji est préoccupé par la transformation de Sarah en gorille, ce qui le traumatise, et Lulu s'inquiète d'empêcher les démons de confisquer toute leur nourriture, c'est très important. Oliga apparaît et dit qu'elle aidera aussi, qu'elle veut protéger sa nouvelle vie avec eux, et il lui sourit. Ainsi, aujourd'hui, les guerriers sont rassemblés. Les plus forts, le calmeur, le fou furieux qui manie
manie les armes et détruit tout sur son passage, y compris son propre royaume, et le fanfaron qui prétend pouvoir tous les vaincre en se déshabillant complètement. Oui, les plus puissants, ou les plus bizarres, nous le découvrirons plus tard. Les délinquants qui ont harcelé CJ au début sont également présents, et la guilde des fous est réunie, avec son chef, tout fier. Et ce n'est pas un faible, il saute de cette hauteur sans broncher et se lance à la poursuite des monstres, suivi par tous les autres. CJ allait se joindre à eux, mais Barna nous dit d'attendre. Le chef de guilde élimine ensuite facilement plusieurs monstres grâce à ses pouvoirs. Eren continue ses agissements douteux, mais au moins il parvient lui aussi à vaincre les monstres, alors tout va bien. L'homme à la tétine utilise les bouteilles à grenades et fait exploser les monstres. Le frimeur fait des merveilles avec ça. Ce qu'il a de lui, c'est ce que nous voyons ici. Arrêtons-nous là. Laissez un like, je suis traumatisé. Claudio arrive pour défendre, et les délinquants rendent une justice millénaire, mais avec un point fermé du côté du monstre, qui explose. L'élégant barman apparaît et s'excuse auprès du roi des bêtes pour lui avoir ôté la vie, puis l'achève en quelques secondes. Le roi révèle qu'il était autrefois un assassin légendaire. Dans son passé, Sarah active son bras de gorille et frappe le monstre. Barna dort là. Arthur utilise alors sa hache et gèle un dinosaure. Barna se réveille, excitée car c'était un sort de haut niveau. Elle donne ensuite une cape au dinosaure. Attendez, il y avait un dinosaure juste ici. Cette hauteur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a aucune limite. Les limites, c'est pour les cartes de crédit. Diez, auteur de l'œuvre. Et l'une est déjà en train de donner des coups de pied à plusieurs monstres. Liga vient humblement d'exécuter 300 monstres, et Saint est surprise. Elle comptait. Barna annonce alors que le moment est venu et ils activent la magie. Mais face à la multitude de monstres, le sort s'avère peu efficace. Il active donc une magie encore plus puissante, invoquant une tornade gigantesque au-dessus des créatures. Saint déclare alors qu'il n'aura même plus besoin de bouger, n'est-ce pas? Soudain, Saint reçoit un message annonçant l'arrivée de plusieurs boss, formant une horde 2 fois plus importante. Les monstres sont bien plus puissants et le groupe commence à rencontrer des difficultés. Après avoir analysé la situation, Saint décide de créer un sort capable de régler le problème rapidement. Il visualise une sorte de jugement divin et crée une nouvelle magie. D'abord, il croit qu'elle n'est pas activée, mais la statue de la justice se met à juger les monstres avec des éclairs mortels, là où elle a visé avec son épée. Pendant ce temps, le chef de guilde et Erin sont frappés par la foudre, mais ils en sortent indemnes, euphoriques, si vous voyez ce que je veux dire. Saint étudie le pouvoir et découvre qu'il attaque tous ceux qu'il considère comme dangereux. Il se demande s'ils appartiennent vraiment à cette catégorie et remercie la justice pour son pouvoir. Après cela, tous les monstres s'évaporent, même les démons qui avaient tout orchestré. Dans le château, un seul démon est réveillé par un éclair. Barna est impressionné par Saint, et le système l'informe qu'il a gagné un niveau. En un clin d'œil, toute l'expérience des monstres lui est transférée, et le système finit par planter à force de l'informer de sa progression. Saint, qui craignait de perdre son humanité avec une telle puissance, apprend du système qu'avec autant de nouvelles capacités, il s'est permis de les combiner. Le roi trouve cela incroyable et attend qu'ils reprennent la protection du royaume. Ils feront ensuite une autre rencontre ensemble, dans leur amitié, et il s'occupera du mur et des débris qu'il a dû gérer. Les filles arrivent et sont immédiatement impressionnées par Saint. Elles l'appellent, lui demandent une caresse sur la tête et s'exclament qu'il est mignon. Saint s'exécute et les félicite. Barna l'invite alors à devenir professeur dans son académie. À l'académie, tous détournent le regard des camarades de Saint à cause des ragots incroyables. Non, que ces idiots répandent. De retour auprès de Saint et Barna, ce dernier, désireux d'apprendre la magie, souhaite que Saint devienne professeur dans son académie. Il affirme que Saint est bien au-dessus de son niveau, mais Saint refuse pour l'instant, car il a promis de protéger le royaume jusqu'au retour des Valkyries, et de toute façon, il n'en a pas envie. Se séparer de ses compagnons, mais Barna et Bal gagnant annoncent également qu'Artoria sera professeur comme lui, Sarah sera élève, et Lulune pourrait être élève ou entraîneuse d'arts martiaux, et Liga pourrait être son assistante. Saint, qui ne s'oppose pas à l'idée, observe les filles déjà en train de s'embrasser et approuve les propos de Barna. Il se dit qu'une nouvelle vie scolaire serait intéressante. Il décide ensuite de passer la journée à sortir avec les filles jusqu'au retour de Louise et des Valkyries, avec l'accord de toutes les personnes présentes, selon lui. Le premier emmène Lulune au restaurant pour qu'elle mange ce qu'elle veut, le second emmène Artoria faire du shopping et aller au théâtre. Sarah, fidèle à son instinct maternel, leur suggère d'emmener Liga avec eux, car elle se sent mal de la voir toujours à la maison. Ils passent donc la journée comme une famille, comme si Liga était leur fille. Saint se tourne vers Sarah et la remercie d'être tombée amoureuse de lui et d'avoir changé sa vie. Alors qu'ils allaient s'embrasser, les enfants les interrompent. Il va jouer au ballon avec eux, et Sarah lui dit qu'elle devrait le remercier. Saint aperçoit ensuite une affiche pour le concours de peinture et va voir la jeune fille chien et le jeune noble qui s'était inspiré de lui plus tôt. Au début, personne n'apprécie le tableau du garçon, à l'exception des filles. La jeune fille chien apparaît alors avec le portrait de Saint et Lulune dans le placard. Il explique que le tableau représente le garçon qui lui a donné le courage de se présenter, et tous s'accordent à dire qu'il ressemble vraiment à un héros de légende. Saint va ensuite rencontrer la gagnante du premier prix, et ensemble, il lui annonce qu'elle va entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Elle lui demande la permission de le peindre après ses études. Il accepte, lui promettant de le faire. Les Valkyries accourent. Louise dit qu'elle sait que Saint va à l'Académie de magie et qu'elle aimerait l'accompagner, mais il lui répond qu'elle doit protéger son pays et qu'elle devrait venir le voir à l'Académie. Elle accepte, et en réalité, la servante de la fille du roi démon est au service
d'un certain Magin, qui compte plusieurs apôtres disséminés à travers le monde. Ces derniers mènent des missions pour le ressusciter. Ce Magin réclame toujours plus de désespoir, de douleur et de tristesse pour alimenter sa magie et renaître. Un des apôtres suggère d'éliminer les élèves de l'académie de magie, car, après tout, elle ne compte que des enfants de personnes importantes, et ils sèmeront le chaos. Le camarade de classe de Saint et ses amis. Ils interrogent une jeune fille qui se trouvait derrière lui. Elle leur demande s'ils l'ont vu et explique qu'il n'a pas beaucoup d'amis et qu'il est peut-être en danger. Il l'a sauvé une fois, et elle voulait lui rendre l'appareil. Puis, tous les habitants de la ville font leurs adieux à Saint. Le chef déclare que, quoi qu'il arrive, ses muscles ne le trahiront pas. Eren affirme qu'il peut transformer la douleur en plaisir. Le barman lui dit qu'il sera toujours le bienvenu pour un café. Le roi lui fait ses adieux, ainsi qu'aux autres. Saint songe que c'est la première ville qu'il visite et qu'il n'aurait jamais cru pouvoir ressentir autant d'émotions en si peu de temps. Il remercie ensuite les jeunes filles, et Barna lui demande s'il les regrette déjà. Il répond qu'il n'est pas un dieu, qu'il compte revenir plus fort et montrer à tous ce qu'il a appris et à quel point il a mûri. Barna lui dit qu'il compte sur lui. Soudain, un grand homme se proclamant héros, nommé Gargante, apparaît, et Saint se demande quelles étranges surprises l'attendent. Cette fille d'avant est entrée est-ce que ça fera partie du harem de Saint? Ce héros ne serait-il pas en réalité un méchant? Les filles ont-elles appris la magie? Dites-moi en commentaire si vous voulez la prochaine saison, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. On est tous ensemble dans cette aventure, Bano.